Rose. Il est 8h16, soyez les bienvenus sur Sud Radio. L'administration fiscale confirme le vol de données massif. Elle le fait tardivement puisque le vol a eu lieu fin juin. Et hier soir, elle a envoyé un courrier bien plus détaillé. Les données ont été dérobées immédiatement, vendues à d'autres hackers. Près de 700 000 foyers sont concernés. On va essayer de comprendre quelles en sont les conséquences pour nous au quotidien. Baptiste Robert, vous êtes ce que l'on appelle un hacker éthique. Bonjour et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Votre société d'abord aide à faire face à la protection des données, c'est bien de cela dont il s'agit concernant votre société ? Exactement. Notre spécialité, ça va être de travailler sur l'empreinte numérique, c'est-à-dire toutes les données vous concernant sur Internet, de savoir tout ce qui traîne sur vous sur Internet et aussi les supprimer le cas échéant. Alors d'abord un fait, c'est le secret fiscal des Français qui a été dévoilé. Un sénateur socialiste dit que c'est vraiment très grave. Qu'en pensez-vous ? Alors effectivement, c'est assez inédit dans le sens où le revenu fiscal de référence, c'est une donnée qui d'habitude ne circule pas sur Internet. C'est quelque chose qui n'apparaît pas sur Internet. Et donc là, on est sur quelque chose d'inédit, relativement grave dans le sens où il peut y avoir des conséquences dans la vie réelle, plus que maintenant, la donnée de combien vous pesez, quel est votre patrimoine va potentiellement circuler sur Internet et va être mis dans la main, pas de cybercriminels, mais de criminels qui pourraient utiliser cette information pour vous cibler et potentiellement venir chez vous pour du cambriolage, séquestration, etc. Concrètement, lorsque un criminel possède le revenu fiscal de référence, le taux de prélèvement à la source, ça veut dire qu'il peut cibler et qu'il peut être encore plus dans le détail et donc apparaître encore plus vrai et authentique à mes yeux de quelqu'un qui va se faire arnaquer. C'est bien comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet des emails de phishing. C'est les fameux emails qui vont vous inciter à cliquer sur un lien. Et effectivement, plus vous avez de la donnée personnalisée, plus votre email de phishing va être crédible et donc potentiellement, vous allez cliquer. Mais il faut garder en tête que le but de ces cybercriminels quand ils envoient des emails de phishing, c'est de faire du nombre. Donc, ils en envoient des millions et des millions. Et ce qu'ils veulent attraper, c'est les gens qui sont un peu les moins adeptes à la technologie. Donc même s'il y a des erreurs, même si c'est pas personnalisé, si on arrive à attraper quelqu'un avec un email de phishing qui est pas très très bien fait, ça veut dire qu'on va pouvoir l'emmener très loin et qu'on va pouvoir lui soutirer un maximum d'argent. Donc il y a effectivement ce risque qui est aussi un risque théorique de personnalisation. Et le deuxième risque, c'est ce que je racontais sur le ciblage des personnes, mais on parle encore une fois d'assez peu de personnes en réalité, puisque vous l'avez dit, il y a 600 000 contribuables qui ont fuité, mais sur les 600 000, il y a 300 000 personnes physiques, donc vous et moi, et 300 000 sociétés, personnes morales. Et dans ces 300 000 personnes physiques, tous ne sont pas très fortunés. Il doit y avoir une petite portion proportionnelle à la population française qui a beaucoup d'argent. Et j'espère, en tout cas, que le travail a été fait par la Direction générale des finances pour prévenir ces gens qui ont un patrimoine important, parce que c'est eux qui ont été mis en danger et ils doivent, à l'issue de cette fuite de données, prendre des mesures en termes de sécurité physique, c'est-à-dire installer des caméras, des alarmes, si c'est pas déjà le cas chez eux. Ah bon, carrément, vous iriez jusque-là, à installer des caméras chez soi ? Ah, tout à fait. Si vous avez de l'argent, beaucoup d'argent, et que vous êtes dans la fuite de données, il y a une nécessité de considérer sa sécurité physique et d'installer autour de chez soi les mesures adéquates. Si vous avez des tableaux, si vous avez beaucoup d'argent, ça arrive chez plein de Français. Il y a une nécessité puisque aujourd'hui, on a un peu mis une cible sur votre tête de par cette fuite de données. Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, que tout le monde ait le même niveau d'information, ce qui a été vendu, c'est l'identifiant fiscal, l'état civil, l'adresse postale, l'adresse mail, le numéro de téléphone, la situation familiale, le nombre de personnes à charge, le nombre de parts fiscales, la référence fiscale de référence, le taux de prélèvement à la source et la liste des messages échangés avec le fisc. Donc on imagine un peu toutes les mécaniques qu'il peut y avoir dans la tête des criminels à partir de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes hacker éthique ?
En fait, le sujet, il est assez simple. Dans tout ce que vous avez listé, dans ces données-là, ce qui va m'intéresser le plus, ça va être l'adresse postale de la personne et le revenu fiscal de référence. Ça donne une indication sur est-ce que vous avez de l'argent ou pas. Et quand je suis un cambrioleur, quand je vais monter une petite équipe pour potentiellement aller faire des enlèvements, des séquestrations, cette information, elle est capitale parce que je vais tout de suite aller chez, entre guillemets, un bon client, chez quelqu'un qui aura de l'argent et qui va être potentiellement amené à payer. Et donc, c'est ce fameux revenu fiscal de référence qui est un vrai problème dans la fuite, puisque ça permet de classer tout de suite les bons clients des mauvais clients. Alors, c'est pas les cybercriminels qui vont faire ça. Et c'est là où il faut faire la distinction. Les cybercriminels, ils sont rentrés dans le système, ils ont pris les informations. Là, la problématique, elle est s'il y a une collaboration, une communication entre cybercriminels et criminels. On l'a vu dans le passé, c'est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu, par exemple, tous les enlèvements, les séquestrations sur les détenteurs de crypto-monnaies. Et les détenteurs de crypto-monnaies ont été ciblés notamment à l'issue de fuites de données sur des sites spécialisés de crypto-monnaies. Donc, c'est une mécanique qu'on a déjà vu se mettre en place. Espérons qu'elle se mette pas en place dans le cas présent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fuite de données aujourd'hui, elle est vendue sur le dark web, mais elle n'est pas publiée largement pour l'instant. Baptiste Robert, pour qu'on comprenne bien, alors vous avez tendance un peu à minimiser le nombre parce que vous dites effectivement, vous donnez les chiffres exacts, sur les 680 000, vous dites il y a 300 000 particuliers et puis pour les autres ce sont des entreprises, mais j'imagine qu'en nombre de foyers, nombre de personnes touchées, en réalité, on parle quand même de 700 000 personnes qui potentiellement peuvent à un moment donné être attaquées, être ciblées. Concrètement, pour monsieur, comme on dit pour madame Michu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois craindre? Alors, ce serait même une personne, ce serait déjà trop. Oui. Qu'on se le dise. Et ce hack, il est inédit de par la cible qui a été touchée, la Direction générale des finances publiques. Donc, c'est déjà, l'acte en lui-même est déjà grave et c'est important de le redire. Ensuite, qu'est-ce que monsieur et madame tout le monde peuvent faire? C'est aujourd'hui la chose première que vous devez faire, même avant ce hack, c'est être vigilant. C'est-à-dire dans toutes les communications, vous en avez parlé à l'antenne juste avant, dans toutes les communications que vous allez recevoir de la part de la Direction générale des finances publiques, c'est être extrêmement méfiant. Vous recevez un email, vous recevez un texto qui va être siglé, qui va être de la part des finances publiques. Le premier réflexe, c'est de ne cliquer sur absolument rien et d'aller sur impôts.gouv.fr et d'aller dans votre espace voir si vous avez des messages, si effectivement il y a bien quelque chose à faire. C'est au lieu de cliquer sur les liens dans les messages, c'est d'aller sur le site concerné directement. Vous ouvrez un navigateur sur le téléphone ou sur l'ordi, peu importe, et vous regardez directement. Il faut avoir un niveau de vigilance qui est accru et être en capacité de considérer chaque message et de ne pas aller vite. Il faut réfléchir et c'est le problème du téléphone, c'est que souvent on lit vite, on réfléchit pas, on clique très vite. Il faut prendre son temps, réfléchir. Et oui, et vous avez tout à fait raison, Baptiste Robert, hacker éthique, face à la problématique du piratage du fisc, c'est qu'on répond trop vite, il y a une sorte d'immédiateté, d'injonction à répondre. Donc si je comprends bien, que ce soit un mail, un texto, un WhatsApp, à chaque fois, je suis informé, j'ai un doute, je ne fais absolument rien et je vérifie tout de suite, je double-check et je vais sur le site, comme si j'appelais mon banquier en fait, c'est ça, c'est j'appelle le fisc, j'appelle l'administration en question, on est bien d'accord? Exactement. Bon. Exactement, et c'est la même logique partout, que ce soit pour les impôts ou pour tous les autres sites. Quand vous recevez des textos avec vous avez reçu une amende, des choses comme ça, un colis est arrivé, cliquez sur le lien pour suivre votre chronopost. C'est la même logique partout. À chaque fois que vous recevez des textos un peu étranges, un peu suspects, il faut aller sur le site et ensuite vous allez avoir votre information. Parfois, Baptiste Robert, les mails vous attirent, même si vous vous dites non, il faut pas que je le fasse, ça vous attire. Pourquoi? Parce qu'ils sont malins, ils vous disent par exemple, vous devez recevoir un remboursement, un trop perçu de l'administration. Et donc c'est essentiellement grâce à ce genre de messages mensongers que, en général, les gens se font avoir. En ce moment, c'est ce qui circule, c'est un trop perçu de l'administration.
En fait, c'est un biais psychologique. C'est-à-dire que quand on va vous dire, et on est tous pareils, quand on va vous dire, on va vous donner de l'argent, vous avez tout de suite, mais immédiatement envie de savoir de quoi on parle. Et donc, on va jouer sur ces biais-là, de la même façon que dans la période de Noël, on va vous dire, un colis est en attente. Il y a des grandes chances que pendant la période de Noël, vous ayez des colis en attente. Et donc, ils vont jouer, ils vont s'adapter. Et les attaquants, les cybercriminels qui sont en face sont des gens malins. Ils sont pas idiots et ils s'adaptent au contexte, à la période. On l'a vu pendant le Covid aussi, par exemple, où on a eu des attaques qui étaient personnalisées. Donc, c'est quelque chose qui bouge énormément. Et c'est un réflexe. Il faut vraiment lutter contre ces réflexes primaires, de se dire vite, je vais avoir de l'argent, je vais essayer de cliquer. C'est de dire attends, ça vient de qui? Qu'est-ce que c'est? Tiens, c'est bizarre quand même. Ouais. Alors il y a ça, et puis il y a aussi ce que j'appellerais l'effet papillon dans le processus de vol. Je m'explique. Le piratage de la Fédération française de tir avait conduit à un vol ensuite d'armes à feu. On peut imaginer des arnaques donc très recherchées, c'est-à-dire qu'il y a un effet papillon. Exactement, et c'est même le problème principal de cette fuite de données de la Direction générale des finances publiques. C'est quand la Fédération française de tir a fuité, il y a une liste d'adhérents de la Fédération française de tir. Donc c'est des gens qui aiment aller tirer dans un cadre sportif. Des criminels, donc c'est-à-dire des personnes qui n'en sont pas forcément férus de la technologie, ont récupéré cette liste et sont allés déguisés par exemple en faux policiers, à 2, à 3, sonner aux portes des adhérents en disant bonjour, c'est la police, il y a un problème avec vos armes. Pour avoir une arme à la maison, c'est extrêmement réglementé, vous devez avoir un coffre, il y a toute une manière de faire. On est la police, on va récupérer votre arme et venez demain au commissariat pour la récupérer. Sans aucune violence, sans rien du tout, ces criminels ont réussi à récupérer une arme et c'est toujours ça de prix pour eux et c'est plusieurs milliers d'euros facilement récupérés pour eux. Pour terminer, Baptiste Robert, je voudrais vous citer la déclaration d'un sénateur, Thierry Kozik. Il dit « Il semble qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre sur ce vol de données qui s'annonce comme la cyberattaque la plus grave de l'histoire de notre pays ». Qu'est-ce qu'il veut dire? On nous cache quelque chose? On ne sait pas encore tout? Il faut un peu raison garder. Il y a beaucoup d'agitation autour de cette cyberattaque. Malheureusement, des fuites de données, on en a toutes les semaines, tous les mois, depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant. Il y a un effort concentré d'attaquer la France, les institutions françaises et les entreprises françaises. Malheureusement, il y a l'éducation nationale qui a été touchée également. Il y a eu le ministère de l'Intérieur. Des grandes institutions françaises qui ont été touchées. Il y en a beaucoup et c'est un vrai problème et ça nécessite vraiment un sursaut et un plan de modernisation immédiat de la part du gouvernement maintenant. Et aujourd'hui, on nous cache pas forcément quelque chose. Je pense qu'il y a plus une question de délai. Comment ça se fait que l'attaque qui a eu lieu il y a 1 mois et demi maintenant n'est révélée qu'aujourd'hui, probablement plus par incompétence qu'une certaine volonté de cacher des choses. Merci beaucoup Baptiste Robert, et sur ce sujet, très belle journée à vous, et sur